1936, un aventurier allemand débarque en Corse. Quelques semaines plus tard, il est couronné roi, sans armée, sans argent, et avec des promesses qu'il ne peut pas tenir. Que se passe-t-il lorsqu'un escroc charismatique transforme une révolution sanglante en son propre théâtre? Armé de son seul talent pour la manipulation et le spectacle, comment cet audacieux intrus a joué avec l'histoire européenne pour réussir le coup royal ultime? Voici l'histoire du seul roi allemand de Corse. Avant d'être roi, Théodore von Neuhoff, c'est surtout un type qui fuit ses problèmes. Alors, pour remonter un peu dans le temps, il est né en 1694 en Westphalie, dans le Saint-Empire romain germanique. C'est une région qui correspond aujourd'hui à l'ouest de l'Allemagne. Sa famille est noble mais pas riche, et très tôt, il comprend que son nom ne suffira pas à lui assurer une vraie position. Du coup, il fait ce que beaucoup d'aventuriers, disons, de l'époque font. Il s'en va. On le retrouve un peu partout en Europe, à la cour de Versailles, en Espagne, aux Pays-Bas. Il change de rôle selon les opportunités qu'il aura à ce moment-là. Il est parfois diplomate, parfois officier, parfois intermédiaire dans des affaires un peu floues. Et c'est comme ça qu'il entre dans les cercles du pouvoir. Pas par mérite, mais par opportunisme. Le problème, c'est que ce mode de vie coûte cher, très cher, et Théodore joue, il emprunte, il promet, et évidemment, il ne rembourse pas. Ces dettes vont s'accumuler dans plusieurs pays, et petit à petit, les portes commencent à se fermer. Alors il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est disparaître. Et il réapparaît ailleurs avec une nouvelle histoire. Mais cette fois, ça ne suffit plus. Il lui faut quelque chose de plus grand. Un coup qui va tout changer. Et c'est là que la Corse entre en jeu. À ce moment-là, l'île est en pleine révolte contre la République de Gênes. Et les Corses manquent d'armes, manquent d'argent et surtout, ils manquent de soutien international. Et quand Théodore entend parler de cette situation, il ne voit pas une guerre, il voit une opportunité. En 1736, Théodore von Neuhoff passe à l'action. Il débarque en Corse et il n'arrive pas les mains vides. Il apporte quelques armes, un peu de poudre et surtout des promesses. Il affirme qu'il va pouvoir obtenir le soutien des grandes puissances européennes, de l'argent, des troupes. C'est exactement ce dont les chefs corses ont besoin à ce moment-là pour appuyer leur révolution. Parce que la situation, elle est critique. Depuis des années, l'île est en révolte contre la République de Gênes et les révoltés ont du mal à trouver un cadre à leur administration. Et donc, sans aide extérieure, la rébellion a peu de chances de tenir. Alors, quand Théodore arrive avec ses promesses, beaucoup veulent y croire. Et surtout, il a quelque chose que les autres n'ont pas, c'est une vision. Il ne propose pas seulement de l'aide, mais il propose un royaume, un État indépendant, avec un roi. Et ce roi, ce sera lui. Et contre toute attente, les chefs corses acceptent. Parmi eux, on a des grosses pointures de la révolution corse à ce moment-là, notamment Luigi Gafferi et encore Jacinto Paoli, qui est le père du célèbre Pascal Paoli. Ils voient en lui une opportunité politique et peut-être leur meilleure chance. Donc le couronnement a lieu dans un petit couvent en Castaniche, loin des grandes capitales européennes, loin du regard des grandes puissances. Mais malgré cela, le 15 avril 1736, Théodore devient officiellement roi de Corse. Théodore Ier. Et pendant un instant, l'impossible devient réalité. Et on a donc la Corse qui devient pour la première fois indépendante avec un roi allemand à sa tête. Bon, c'est pas vraiment une indépendance totale du territoire. Beaucoup de bastions sont encore bien contrôlés par Gênes et son administration. Mais on a quand même une grosse partie du territoire maintenant devenu un royaume et dirigé par Théodore Ier. Être couronné roi, c'est impressionnant. Surtout si vite, et venant d'une autre région européenne. Mais très vite, il y a une question qui va se poser. Comment est-ce qu'on gouverne un royaume quand on n'a rien? Parce que derrière son titre, la réalité est brutale. Théodore n'a pas d'argent, il n'a
pas d'armée digne de ce nom, petite qui est venue avec lui, et surtout aucun soutien réel des grandes puissances européennes qu'il avait promises. Pourtant, il va essayer de faire comme si tout était normal, il organise un gouvernement, il va nommer des officiers, et il va même tenter de créer une monnaie corse, qui va être créée mais qui va pas être établie sur tout le territoire. Et le problème, c'est qu'il n'a pas d'or. Alors il mise sur une chose, le temps. Il espère que ses promesses vont finir par se réaliser, que les renforts vont arriver, que l'argent va suivre. Mais pendant ce temps, la guerre continue. La République de Gênes, elle, ne fait aucune promesse, elle envoie des troupes, et face à une puissance organisée, le royaume de Théodore commence à montrer ses limites. Les Corses, au début enthousiastes, commencent à douter, les ressources manquent et les victoires tant promises se font rares. Et surtout, les fameuses aides européennes n'arrivent jamais. Petit à petit, l'illusion se fissure. À ce stade, Théodore von Neuhoff comprend que son royaume ne peut pas tenir. Pas sans argent, pas sans alliés. Alors il prend une décision risquée, quitter la Corse pour aller chercher de l'aide en Europe. On est à la fin de l'année 1736, il embarque direction le continent, on le retrouve d'abord en Italie, puis aux Provinces-Unies et jusqu'en Angleterre. Son objectif est simple, convaincre des puissances européennes de soutenir le royaume de Corse. Il promet des avantages commerciaux, une position stratégique en Méditerranée, mais surtout, il vend une idée, celle d'un royaume à construire. Le problème, c'est que cette fois, les interlocuteurs sont beaucoup plus méfiants. Théodore n'est plus un inconnu, sa réputation le précède, et malgré tous ses efforts, personne ne s'engage vraiment. Pourtant, il ne renonce pas. En 1738, il tente un retour en Corse, mais la situation a changé. Entre-temps, la République de Gênes a repris l'initiative et a même obtenu le soutien militaire de la France. Cette fois, l'île n'est plus un terrain d'opportunité, c'est une zone sous pression militaire. Théodore débarque, mais il n'a toujours ni armée ni moyens. Son retour ne change rien, et très vite, il doit repartir. Cette fois, définitivement, après cet échec, tout s'accélère. Il retourne en Europe, tente encore de lever des fonds, mais plus personne ne le prend au sérieux. Et comme au début de sa vie, ses dettes finissent par le rattraper. Jusqu'à ce qu'il soit emprisonné à Londres. Là, il passe les dernières années de sa vie, loin de la Corse, loin de son royaume, et surtout, loin du rôle qu'il avait réussi pendant un instant à se créer. L'histoire de Théodore von Neuhoff pourrait s'arrêter là, un aventurier devenu roi puis oublié, et pourtant son passage en Corse n'est pas totalement insignifiant, parce que pendant quelques mois, il a réussi quelque chose d'assez incroyable, c'est de transformer une révolte dispersée en un véritable projet politique. Et pour la première fois, l'idée d'un royaume corse indépendant prend une forme concrète grâce à lui. Même si elle repose sur des promesses fragiles, même si elle n'a pas duré, après son départ, la lutte continue et quelques années plus tard, une autre figure va émerger, Pasquale Paoli. Lui, contrairement à Théodore, il va structurer un véritable État avec des institutions solides, une constitution même, une des premières, et une vision durable. Preuve que la Corse, malgré sa taille, a souvent été un terrain d'ambition hors du commun. Alors oui, Théodore Ier a échoué, son royaume n'a duré que quelques mois et ses promesses n'ont jamais été tenues. Mais pendant un instant, il a réussi à faire croire qu'un aventurier pouvait devenir roi. Et parfois, dans l'histoire, ça suffit à laisser une trace.